Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Je n'ai pas l'habitude de parler au micro signe. Je suis très, très heureuse de vous retrouver pour la 4e édition, le 4e dialogue du cycle Inspiration et Sens pour la transition. Et je vois ici des têtes connues qui ont déjà goûté à l'expérience dans les mois passés. Je vois des têtes nouvelles et les deux me font très plaisir. Le cycle Inspiration et Sens pour la transition est une démarche audacieuse de l'IFOR qui propose d'ouvrir un espace de rencontre et de liberté pour penser et réfléchir à la question de la transition dans sa dimension en particulier humaine et d'accompagnement, et nous faire ensuite résonner cette approche-là dans nos métiers spécifiques, mais non pas en restant sur l'habitude de nos chemins qui sont parfois des autoroutes d'expertise et qui additionnent les politiques publiques les unes à côté des autres, puisque là, l'enjeu, c'est vraiment d'adresser la question, finalement, d'un changement de civilisation qui se déroule devant nous et de comment l'accompagner au mieux. Alors, je vous présente Christine Marsan, qui est donc une personne chère à mon cœur, qui accompagne les transitions, le changement, les transformations chez les individus et dans les collectifs depuis plus de 30 ans. Christine Marsan, pour ceux qui étaient là en novembre, a longtemps collaboré, je pense qu'elle continue de le faire, avec Éric Julien, qui nous a apporté le témoignage vivant et inspirant des Kogis, et qui a vu donc beaucoup de succès. Donc Éric Julien et Christine Marsan ont cette conscience de l'enjeu de soutenir la dimension vivante dans tous les processus humains pour aller vers la résilience. Et Christine Marsan est également formatrice à l'IFOR. Elle a monté avec nous la première formation sur les compétences émotionnelles et relationnelles au service de la transition. Donc, avis aux demandeurs pour la prochaine session. Et Christine Marsan a également monté récemment une entreprise courageuse qui s'appelle la pédagogie de l'altérité, Altercop, en 2018 et qui se renouvelle en 2019. J'ai personnellement participé à 2 modules et j'ai beaucoup apprécié ce que ça m'a apporté, notamment dans la dimension de coopération en pratique entre les politiques publiques et les acteurs citoyens. J'ai donc proposé à Christine de mettre à disposition quelques flyers qui présentent ce travail. Christine, je vais te passer la parole. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, ce cycle propose des dialogues qui associent à la fois un exposé et puis un temps de résonance en petits groupes. Et c'est là que vous allez être créatifs. Faites-nous confiance, tout se passe de façon très confortable et vous serez ravis de l'expérience, j'en suis sûre. Donc, début du voyage, on se retrouve à 13h pour atterrir et déjeuner ensemble avec ceux qui le souhaitent au restaurant administratif. Je fais du techno pour que nous puissions être respectueux de votre temps, du nôtre, et en phase. Voilà, ça c'est fait. J'ai lancé 40. Alors d'abord, bonjour à tous. Alors il faut que je reste dans le périmètre des 3 fauteuils. Alors s'il vous plaît, quand vous voyez dépasser, vous me dites... Voilà, hein, voilà. Mais j'ai du mal à parler du vivant de façon statique, donc voilà. Bref. Alors premièrement, je remercie le ministère déjà, l'IFOR, et les personnes comme Prunelle qui m'ont invitée. Alors, je sais qu'on commence toujours par des remerciements. Alors, il y a les remerciements de circonstances et puis il y a les remerciements de cœur. Et donc, moi, je suis très touchée par le fait que Prunelle ait raisonné à notre projet,
qu'elle ait eu envie de venir le goûter et que de ce fil-là, elle ait eu envie de m'inviter, puisque là, il n'y a que moi. Mais il n'y a pas que moi, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là, que je nommerai après. Donc, ce qui me semble important, c'est de pouvoir allier le corps, le cœur et l'esprit dans nos démarches de transition. Et grâce à Prunelle, à l'IFOR et au ministère, c'est une réelle possibilité, c'est réel, c'est aujourd'hui. Donc, merci. Il est possible d'être opérationnel, de travailler, de faire bouger les choses, d'être dans la transition, et aussi avec une authenticité de lien qui fait la différence. Si vous êtes venu écouter Éric, combien était là à l'avenue de Éric Julien? Donc, même si vous n'étiez pas là, vous avez le droit de le voir en podcast. En fait, il est venu parler notamment des Indiens Kogi et du lien et du tissage qu'ils ont la connaissance de faire entre eux. Nous, on est passé dans d'autres qualités qui sont les nôtres. On a créé des choses comme ça, des salles comme ça, on a créé le numérique, on a créé plein de choses. Eux, ils n'ont pas forcément développé ce que nous appelons le progrès. En revanche, ils ont un peu le talent de la qualité relationnelle. Voilà. Ils y passent des nuits entières, des semaines entières à tisser la relation, tandis que nous, on se limite à « bonjour, ça va ?» et on n'écoute pas la réponse. Donc je pense que nous avons à nous féconder les uns les autres. Et donc ça me permet de faire le lien avec quelqu'un que vous avez peut-être entendu juste avant pour faire le lien avec la personne qui nous invite et vous dire que pour moi, en tout cas, la transition, ça va sans doute reposer si on arrive à retisser avec les humains et retisser avec le vivant. Voilà. Bien. Alors, de quoi je parle ? Je sais. Déjà, il faut que je me cale sur le... C'est ça qui fait que j'appuie sur vert et ça avance, c'est ça ? Voilà, parfait. Et si je veux revenir en arrière, c'est rouge. C'est la petite flèche rouge, c'est ça ? Sûrement. Bon, on va essayer. Et si vous voyez des choses absolument incroyables là et que ce n'est pas les miennes, c'est que j'aurais raté mon coup. Bien, alors merci d'être venu avec cette curiosité-là. Je vais prendre un angle bien particulier pour en parler, parce que nous sommes dans un lieu où je ne trouve pas très correct de venir vous expliquer ce que c'est que la transition écologique et autres. Franchement, j'aurais bonne mine à être bien moins douée que vous. Donc je ne le ferai pas. Je vais me focaliser sur si nous devions porter la transition humaine, de quoi on aurait besoin. Et je prends un angle bien particulier. Donc il y a un premier temps où je vous partage ce que j'ai prévu de vous faire déguster. Puis je vous proposerai un temps de résonance et d'échange. Et ensuite, on pourra reprendre le fil du dialogue entre nous. Et sans doute qu'assez vite, ça sera 13h. Ça va ? Bon, c'est parti. Alors, demain, donc c'est là que je ne vais pas détailler très longtemps, mais on voit qu'on a un paquet d'ingrédients, de clignotants au rouge qui sont ressassés. Alors ressassés parce qu'effectivement, il y a encore des personnes pour qui ils ne savent même pas de quoi on parle. Voilà, donc c'est important de continuer les messages et je loue et je remercie toutes les personnes qui contribuent à nourrir de façon argumentée les raisons pour lesquelles il est temps de peut-être stopper certains éléments de notre modèle et de réfléchir à un autre. Néanmoins, la discipline qui rassemble ces constats, qui s'appelle la collapsologie, s'est traduite en français par le mot effondrement. C'est pas terrible au niveau énergétique. C'est-à-dire que c'est pas ce qui donne le plus d'enthousiasme aux gens. Et je rencontre quand même dans des tas d'environnements différents des personnes, alors je préciserai pas l'âge pour pas me fâcher avec la moitié de la salle, ou enfin une certaine partie, mais enfin passer un certain âge, qui disent « je vais attendre la retraite ». Comme ça, c'est réglé. Donc, je ne vais pas avoir à gérer ça. D'autres qui, plus âgés évidemment, disent bon, moi, j'ai quand même hâte de partir de ce monde parce qu'il ne me plaît plus. Donc là, vous voyez tout de suite que vous êtes à fond sur l'enthousiasme et l'énergie, d'avoir envie de faire quelque chose. D'autres encore qui disent s'il ne reste plus que 2 ans, je vais voyager tout le temps. Vous savez, j'y allais à fond pour en profiter. Et vous vous dites alors, enfin surtout quand c'est des avions. Donc là, ça n'a pas l'air de faire les effets attendus. Puis vous avez aussi ceux qui sont super fiers d'avoir agi parce qu'ils ont liké sur Facebook. Rassurez-vous, moi aussi. Et qui font de la curation qui est en fait de retransférer les informations reçues. C'est chouette, mais pas suffisant. Donc la question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour agir et est-ce qu'on a du coup
avec les mots que nous employons, le bon imaginaire. Puisque j'ai parlé du lien que j'ai avec Éric Julien, avec les Kogi, alors en indirect, hein, c'est lui qui a le lien avec les Kogi, mais depuis le temps qu'on tisse ensemble, je commence à avoir 2-3 bricoles. J'ai aussi tissé avec d'autres acteurs de cet environnement-là, comme par exemple Lorenza Garcia, qui elle est représentante des Indiens Navajo. Et les Navajo ont une citation qui est « Choisis bien tes paroles parce qu'elles façonnent le monde ». Moi, je rajoute, enfin, je l'ai amendé en disant « Choisis bien tes pensées, tes paroles et tes actions parce qu'elles façonnent le monde ». Donc si on veut un monde demain qui soit un petit peu vert, avec quelques espèces animales encore vivantes, et accessoirement peut-être 2-3 de nous-mêmes, enfin quelques humains qui seraient encore là, et qu'on s'assure une certaine durabilité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça y contribue? Est-ce que ça va? Donc si ça ne vous plaît pas l'orientation que je prends, on verra ça vers la fin, mais pas à la fin, qu'il vous reste un peu de temps pour que je rectifie l'angle. Donc là, et ben voilà, je reviens en arrière. Donc là, vous avez effectivement, sur la gauche, j'ai pris l'axe de lecture occidentale, c'est-à-dire que sur la gauche, c'est plutôt le passé, et sur la droite, c'est plutôt le futur. Donc je nous donne un futur positif et plein de biodiversité, mais c'est vrai que sur la gauche, on a quand même, et je n'ai pris que quelques images parmi d'autres, des petits défis à relever. Alors, donc mon axe, c'est... Alors, je propose de vous partager le PowerPoint si ça vous intéresse. Il y a 2 ou 3 slides que je passe pour ne pas alourdir, mais si vous avez envie, je vous les donnerai. Donc, en fait, nous sommes arrivés au moment de notre histoire, et de l'histoire tout court, puisque nous sommes sur la Terre, de l'Anthropocène et des résultats de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est cette période géologique dans laquelle nous sommes et qui est définie comme étant l'influence déterminante de l'homme sur la Terre et donc même sur la géologie notamment. D'accord ? Donc jusqu'à présent, il y avait d'autres termes qui étaient les termes de l'évolution de la Terre tout court. Là, nous y avons une telle empreinte qu'on a mis ce mot-là. Donc, entre les concepts et les conséquences, c'est de dire, bon, et alors on fait quoi avec ça? Donc, concrètement, c'est tous les éléments que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire une évolution du monde qui amène des dérèglements dans plein de domaines, pas que climatiques, une démographie qui va peut-être bouger, mais enfin qui pour l'instant est toujours en croissance. Et c'est vrai que quand on réfléchit comment on pourrait nourrir 11-20 milliards d'humains, c'est une option. Il y en a une autre qui est de dire, et si on était un peu moins nombreux, c'est aussi une idée. Et c'est en train de se faire. Alors même si c'est peut-être pas aussi délibéré que ça, mais la Chine et l'Inde se retrouvent avec beaucoup moins de femmes que prévu, 80 millions qui manquent. Donc des politiques qui reposent, qui sont la suite d'idéologies, ont pour conséquence que du coup, ils vont peut-être inverser une courbe qu'ils avaient entrepris, à moins qu'ils aillent chercher des femmes ailleurs. Je vais être super facétieuse, mais je leur indiquerai bien l'Arabie Saoudite parce qu'elles ne sont pas super bien traitées dans C'était pour rire. Voilà, si vous n'aimez pas mon humour, je vous promets, j'arrête. Bon, alors, des migrations climatiques qui vont évidemment s'augmenter, plus on va avoir les effets que nous avons aujourd'hui avec le Canada et l'Australie, par exemple, pour avoir une illustration. L'emploi qui cède le pas aux robots, donc tous ceux qui sont là-dedans vous disent mais non, c'est pas vrai, ça n'enlève pas des emplois. Malheureusement, étant souvent nomade, je traverse des tas d'endroits où on a de moins en moins d'humains. Et par exemple, à l'aéroport de Biarritz, puisqu'il est proche de chez moi, j'étais ravie d'aller prendre mon billet allant voir des personnes. Là, le truc est parti, on a mis des bornes à la place. Ces bornes, je suis désolée, ce ne sont pas des humains. Voilà, donc il y a quelque chose à recomposer. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Bon, je ne vous ai pas passé au plus la redistribution des richesses qu'il faudrait penser, enfin, etc. Enfin, il y a plein de choses à repenser. Ce qui est à noter, c'est aujourd'hui l'imbrication systémique de toutes ces causes-là. Et c'est pour ça que ceux qui parlent d'effondrement expliquent que tout le monde se tenant par la barbichette, tous les secteurs se tenant les uns les autres, s'il y en a un qui se casse la figure, il est possible qu'on ait un effet domino pour tout le monde. D'accord. Bon, et alors, et une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, en fait, nous avons co-créé une certaine complexité et nous sommes un peu démunis à savoir la gérer. D'accord? Donc,
mon propos, c'est à la fois de regarder sur la question de l'imaginaire et qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, d'essayer de voir quels sont les ressorts de la transition, et puis que nous partions plein d'espoir, parce que nous avons les ressources en tant qu'humains pour dépasser les limitations qu'on s'est nous-mêmes données. Alors, je mettais des images pour illustrer le fait que en fait, c'est dans les deux sens. Les valeurs qui nous constituent façonnent notre imaginaire, et vous avez remarqué comment il est normal d'être élevé dans un environnement où les jouets de guerre sont normaux. Enfin, voilà, c'est notre norme, c'est tout à fait normal. Donc comme c'est normal, nous offrons des jouets de guerre à nos enfants. Après, ils vont à l'école et ils sont dans un climat quand même assez compétitif, etc., etc., etc. Et donc comme c'était normal et que c'est le bassin normal, c'est normal de vendre des armes, c'est normal de se disputer, etc., etc. C'est normal de puiser dans les ressources. Donc mon propos n'est pas prosélyte, je vous montre la détermination que nous avons selon les représentations que nous avons dans notre tête et les valeurs, et comment ça va conditionner tout le reste. Donc, quelque part, ça pourrait être un choix délibéré, voire même politique, de dire quelles sont les valeurs que nous nous donnons, quelle est l'humanité que nous souhaiterions, et après, on décline quelle gouvernance, etc. Pour imaginer, je ne sais pas moi, un ministère de la vie, enfin, bref. Je passe. Donc, cet imaginaire va ensuite façonner le réel. C'est selon ce que j'ai comme imaginaire que je vais avoir tel ou tel type d'action. Donc, ce qui me déplaît dans le mot effondrement, même si je ne remets pas en question, évidemment, les constats, c'est tout ce qu'il va véhiculer comme imaginaire apocalyptique. C'est-à-dire comment il va nourrir Thanatos, et pas forcément Eros. Par contre, c'est vrai que ça se vend bien. C'est-à-dire que quand on déconstruit, on crée de la valeur. Il y a même de la valeur spéculative. Rappelez-vous comme les marchés ont pu spéculer sur des États, comme la Grèce, par exemple. Enfin, il n'y a pas si longtemps, ils n'imaginaient même pas qu'on pouvait spéculer contre des États. Voilà, donc cet imaginaire crée énormément d'actions et de valeur. La destruction crée de la valeur parce qu'après, qu'est-ce qu'on met? De la reconstruction. Et on sait très bien qu'après toutes les grandes guerres, on a eu un moment de reconstruction extraordinaire. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait éventuellement penser autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser autrement que de tout casser et de reconstruire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Par ailleurs, ce qui me contrarie là-dedans, c'est que quand on est dans cet imaginaire, dont vous savez sans doute que l'imaginaire de l'Apocalypse, le nom grec Apocalypse, ça veut dire quoi? Révélation. C'est-à-dire que le sens commun que nous avons gardé d'Apocalypse est catastrophe, alors que le sens étymologique, c'est la révélation. Donc si nous utilisions ce mot-là avec l'intention de nous révéler, tout va bien. Si on a l'intention de manifester notre résilience, tout va bien. Par contre, si on est pris dans l'acception du sens commun français, et pas que, on voit plutôt des choses catastrophiques. Voyez ? Donc c'est pas inintéressant de voir qu'on a pris un mot qui a quand même deux sens, mais dont un que nous avons oublié. Et donc cet imaginaire, dans sa version sens commun, il crée plutôt des peurs, et avec les peurs, les replis, avec les replis, les conservatismes, et du coup, ça n'est pas forcément exactement ce dont on a besoin. La complexité implique de travailler ensemble, d'être dans du transdisciplinaire, donc de tisser avec l'autre. Donc si j'en ai peur, ça va être compliqué. Et plus sa discipline ou sa façon d'être ou qui il est éloigné de moi, et plus je peux être en difficulté à coopérer si j'ai un imaginaire qui est en repli. Vous comprenez ? Donc même si les constats sont OK et valides, les mots qu'on va employer pour en parler vont amener un imaginaire qui amène un émotionnel, qui amène des comportements qui vont à l'inverse de ce dont on a besoin pour rebondir. Vous voyez ? Bon, on ne va pas en rester là. Alors, ce qui m'a intriguée avec ma facette de psy, c'est mais qu'est-ce qu'on a d'un petit bonhomme à être fasciné si souvent par l'apocalypse? C'est pas nouveau, hein. Sans compter qu'Hollywood, ça se vend bien, donc il nous l'en met assez régulièrement. Mais pourquoi on est tellement fasciné par ça? Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité. Nous valorisons en tant que civilisation l'intensité de Thanatos.
c'est-à-dire l'intensité aussi de la confrontation. Regardez ou écoutez, souvent, quand des personnes veulent dire quelque chose avec puissance, elles deviennent véhémentes. Et quand on devient véhément, souvent, on voit que le vocabulaire change et on commence à utiliser des critiques, voire des insultes. Vous avez remarqué ça? Non, 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 non. Je vous mets pas les paroles. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même puissance à partir de la vie et la même puissance avec des mots qui ne viennent pas heurter l'autre d'une manière ou d'une autre? Pourquoi on ne pourrait pas essayer? Ça va jusque-là? Donc, ce qui me fascine, c'est de dire c'est bizarre qu'on ait cette intensité versus Thanatos, et pourquoi on ne pourrait pas aller goûter et valoriser l'intensité du côté de la vie? Alors, on est différents, les hommes et les femmes, sur un point bien particulier. Alors, quelques-uns, certes, mais sur un point bien particulier, qui est la manière dont on donne la vie. Donc, messieurs, vous la transmettez, et les dames ont ce temps de gestation à l'intérieur, et elles donnent la vie. Et je me réjouirais que ce féminin, au-delà de la conception réellement, puisse être suffisamment partagé pour que nous soyons tous empreint de la puissance de la vie, et de la puissance de la vie que l'on a envie de protéger, que l'on a envie de faire grandir. Et je pense que, donc je parle du féminin qui est au-delà des genres et des sexes, hein, c'est vraiment ce qui nous constitue, nous sommes autant masculins que féminins en termes d'énergie. Si nous pouvions nous relier à la force du vivant qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre, ça serait formidable. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le vivant, il y a de la destruction et de la création, certes. Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut protéger le vivant? Comment est-ce qu'on peut trouver de l'imagination, des idées, de la créativité à partir de ce point-là? Et en se disant, on pourrait peut-être se réinventer sans se détruire. Donc, pour moi, ça amène aussi un déficit d'imagination. C'est-à-dire que si, pour se recréer, on n'est que dans « il faut tout casser », je trouve ça dommage. Alors là, je voulais faire quelque chose, et ben tant pis. Donc je vous passerai. J'avais fait le petit film. Il y avait un petit film là de l'éclosion en fait d'un papillon. Donc dans le slide, vous aurez le lien direct. C'est intéressant de voir en fait en détail, puisque le papillon, la chenille, le papillon, c'est très très souvent utilisé pour parler de mutation et de transition. Mais c'est très intéressant de regarder. Donc je suis désolée, je suis obligée de vous le décrire sans vous le montrer. Donc vous voyez la chenille, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle mange son enveloppe. Et elle mange tout ce qu'elle a. Toute ressemblance avec l'humanité étant fortuite. Elle mange toutes les ressources disponibles pour arriver à se recréer. Et après, la gestation est quand même assez lourde. Et si vous regardez les informations qui passent là-dessus, c'est intéressant parce qu'on dit la chenille se mange elle-même. Ça donne envie tout de suite. Et enfin, quand elle a fait toute cette transformation, cette mutation, alors elle éclot en papillon qui, au passage, ne dure pas très longtemps. Donc, ça m'a questionnée. C'est-à-dire que c'est toujours ça qu'on utilise comme image, ou très souvent. Et en même temps, il n'y a pas que de la douceur dans le processus. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'on est obligé de manger toutes nos ressources et de nous manger nous-mêmes pour nous recréer? Vous ferez bien ce que vous voulez pour la réponse. En tout cas, la vie, dans les moments de mutation, a souvent tendance à faire des sauts de rupture. Et nous, en termes de comportement, et en particulier en termes de français, on a tendance à être en mode passif-agressif. C'est-à-dire on laisse faire, jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce bonheur de l'explosion révolutionnaire. Et je me dis, ça pourrait être intéressant de revisiter notre ADN culturel. Est-ce que nous ne pourrions pas nous réinventer autrement qu'en coupant des têtes? Alors, on ne l'a pas fait tout le temps, hein, mais on sait le faire. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de... Je ne suis pas en train de dire on fait pas, juste d'y réfléchir et de se dire, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris telle ou telle chose? Et qu'est-ce que je permets autour de moi comme résilience? Ouh, bah, j'ai fait quoi là qui fait que ça ne marche plus? Ah, ça y est. Voilà. Donc, l'hypothèse que je fais aussi, c'est qu'en tant qu'espèce, on a peut-être aussi des phénomènes qui ne sont pas conscients. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, puisque nous sommes le seul prédateur majeur sur la planète, et que dans l'échelle du vivant sur la Terre, on est habitué à ce que prédateurs
enfin qui a un cycle, hein, et comme on n'en a pas d'autres, et ben, du coup on s'auto-prédate. Mais bon, sang de pipe, on pourrait peut-être réfléchir autrement, on pourrait peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut être contributeur sur cette planète et réguler notre empreinte. Donc, la suite que je voulais vous partager, c'est que cette complexité peut nous conduire à ne pas avoir conscience de nos ressources internes pour la gérer. Et ça peut s'expliquer du coup en termes de fatigue, de burn-out, voire de schizophrénie, pas au sens de la vraie maladie, mais ce sentiment d'être coupé en deux, entre une exigence qui est très importante. D'ailleurs, pour arriver à agir, on le dit depuis quelques décennies maintenant, penser global, agir local. On voit bien que c'est en faisant quelque chose de plus restreint, de plus petit à l'échelle humaine qu'on se sent puissant. N'empêche que si on ne regarde pas le global, il y en a d'autres qui le regardent pour nous. Donc ça peut être intéressant aussi que ce dialogue puisse être possible. Et j'observe que dès l'instant qu'on met les choses en perspective et qu'on est dans du systémique et du complexe, à l'intérieur, les gens s'en rendent pas compte, mais au bout d'un moment, ils se sentent tout impuissants. Ils se disent, mais j'y arriverai jamais, moi, ici, il faut travailler et sur l'humain, et sur la relation, et sur la coopération, et sur la gouvernance et la politique et le climat. Mais il ne s'agit pas d'agir partout en même temps, il s'agit d'avoir cette compréhension globale et d'entendre quand on se sent impuissant et de retrouver sa puissance exactement là où on peut agir et comment on peut agir. Donc j'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry, il n'y a pas de solution miracle, mais des forces en marche. Alors, je suis désolée, ça a été repris depuis. Créons les forces et les solutions suivront. Donc, ce que j'aime bien de cette citation, c'est qu'il est dans cette même veine. C'est quelle est la force que l'on met à disposition pour aller vers des solutions. Et donc l'enchaînement, c'est vraiment qu'est-ce qui me constitue à l'intérieur, quelles sont mes valeurs, quel est mon imaginaire, quelles sont mes représentations, qui vont ensuite déterminer mes pensées sur le monde et ensuite mes actions dans le monde. Vous voyez ? Donc c'est vraiment cette attention-là et comment je peux contribuer. Alors la résilience, je vous passerai, c'est simplement l'énergie du phénix. Hein. Comment est-ce qu'on peut revenir, rebondir de nos cendres. Donc vous inquiétez pas sur les choses à noter, vous pourrez avoir l'information. Mais dans toutes les traditions de la Terre, le phénix existe. Hein, l'image du phénix et l'idée du phénix existe. Donc ça veut dire que ça a dû traverser les humains bien avant la complexité qu'on a co-créée, de savoir comment est-ce qu'on peut rebondir. Donc la proposition, c'est de dire, et si on avait l'élan de la Renaissance ? Alors le parallèle que je fais, c'est au niveau historique, c'est à la suite du Moyen-Âge, donc dans ce moment de transition qu'il y a eu en 1500 entre le Moyen-Âge et maintenant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans nos livres d'histoire ou dans les cours d'histoire, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais souvent ça a été haché. On ne nous a pas donné totalement un continuum. Et en plus, nous sommes plutôt de ces civilisations qui aiment les événements. Donc on aime les choses marquantes. On ne sait pas du coup parler des choses qui sont moins marquantes. Donc nous n'avons pas de clé de lecture transmise sur les transitions, qui est plutôt en creux. C'est-à-dire que la modernité, c'est facile à voir, et ce qu'on va faire après, sans doute aussi, surtout si on y est encore. Et le Moyen-Âge, on voit à peu près à quoi ça ressemble, la Renaissance aussi. Mais on comprend bien que ça ne s'est pas fait comme ça le 1er janvier de je ne sais quelle année. Ça s'est fait par étapes. Donc cette phase de transition, qui est plutôt une espèce de creux, de chaudron, qui permet d'alchimiser quelque chose pour le transformer en autre chose, on n'en a pas tellement les clés conceptuelles. Même historiques, elles existent, mais elles sont peu nommées. Heureusement, il y a quelques années, il y a des historiens qui l'ont nommé et qui ont fait des travaux sur cette phase intermédiaire. Il y a eu une exposition sur 1500. Donc je vous invite vraiment à aller retrouver ça. Et si vous ne savez pas, je vous redonnerai les coordonnées. C'est très, très intéressant de voir comment ça se transforme en petit. Effectivement, il y a des choses qui se désagrègent et en même temps, il y a des choses qui poussent. Et là, mon propos, c'est de dire, arrêtons de regarder que ce qui se désagrège, mais regardons ce qui pousse. Vous avez tous vu, à la sortie de l'été, les forêts où il y a plein de bébés chênes. Vous avez vu vous avez le chêne et vous avez des toutes petites... les glands ont pu pousser et vous avez des petits bébés chênes en quantité comme ça. Puis après, effectivement, ça va se réguler, il y en aura moins qui vont arriver à pousser. Et moi, j'aimerais inviter à voir les forêts de bébés chênes. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut
arriver à nourrir ça pour qu'il y ait quelque chose. Et vous connaissez ce proverbe qui dit, on entend toujours l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Et bien moi, je vous défie d'entendre et de voir la forêt qui pousse. On a peut-être des chances de faire quelque chose. Voilà. Donc, le lien avec cette période historique et de la reprendre, c'est de dire, voilà, très probablement que nous allons avoir une renaissance dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Nous sommes dans cette phase intermédiaire. Et quel est l'élan que nous allons mettre pour construire? Donc, une phase de transition, c'est à la fois quelque chose qui se déconstruit, des repères qui bougent, et à la fois des choses qui émergent et sur lesquelles on n'a pas toujours de la visibilité. Jusqu'ici, parce que notre période numérique nous permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe maintenant. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité où nous pouvons être à la fois acteurs du moment présent, on peut le voir en train d'agir, et on peut du coup définir vers où on met de l'énergie. Et selon qui va prendre la main en termes de buzz et de médias, c'est ceux-là ou celles ou ceux-là qui vont façonner notre futur. Donc c'est essentiel aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'on nourrit. Parce que vous avez remarqué peut-être que derrière certains buzz, il y a souvent des business. Donc il y a beaucoup de millions d'euros ou d'autres monnaies qui sont mis pour aller dans un sens. On ne parle pas des milliards pour le transhumanisme, d'accord? Donc ça veut dire qu'on façonne notre avenir, mais est-ce qu'une personne ici dans la salle y a contribué? Pas sûr. Donc comment on peut faire pour dire ben, c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'aller et pas forcément dans tel ou tel? Il ne doit plus me rester beaucoup de minutes. Hein. Oh, bah alors j'en ai de la chance. Là je passe, c'est pas ça que je voulais vous dire sur la Renaissance, je vous passerai l'information. Un des marqueurs des évolutions marquantes de changement de paradigme de civilisation, c'est souvent la physique. Donc que ce soit Copernic et Galilée, à partir du moment où on a pu dire que la Terre est ronde et qu'elle n'est pas au centre de l'univers, ça a changé énormément de choses. Sauf qu'il a fallu à peu près 250 ans, les anthropologues le précisent, il faut à peu près 250 ans pour qu'un paradigme s'installe. Ça, c'était avant le numérique. Aujourd'hui, les informations vont très très vite. Nous n'avons pas la capacité de toutes les gérer. En plus, vous avez peut-être constaté qu'il y a des fake news en pagaille, histoire de brouiller le truc. Dès l'instant qu'on vous dit consommer ceci, c'est mieux, 2 secondes après, on vous sort l'étude inverse qui fait qu'à la fin, vous faites quoi? Ben, rien. Ah, parce que manger de la viande, c'est mal. Ah oui, non, mais manger que végétarien, c'est mal aussi. Ah bon? Bref, donc visiblement, notre libre arbitre est convoqué, puisqu'il va bien falloir avoir de la distance par rapport à ce qui nous est donné comme nourriture intellectuelle pour faire le tri et prendre des décisions. Donc, ce marqueur que nous avons eu dans l'histoire humaine avec la physique et son évolution revient dans notre moment et aussi un moment déterminant. L'avènement de la physique quantique, c'est à peu près la fin du 19e, le début du 20e. Et par le plus grand des hasards, vous avez un de ses contributeurs, Einstein, qui dit en substance que aucun système ne peut changer s'il est piloté par le système de pensée qu'il a créé. Non, mais alors, des fois qu'il y aura un lien entre des gens qui ont conçu la physique quantique et qui vous disent qu'on est limité pour concevoir la suite, il n'y aurait qu'un hasard. Une autre citation que j'aime beaucoup, c'est Niels Bohr qui dit « Si vous comprenez la physique quantique, c'est simple, c'est que vous n'avez rien compris. » Ça détend. Et bon, alors même si je ne suis pas spécialiste, vu que je n'ai pas tout compris, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en substance, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, en substance, la physique quantique vient de donner des informations sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, en expliquant que nous sommes constitués d'éléments qui ont des règles qui ne sont pas les mêmes que celles que nous avons quand nous nous regardons. Je m'explique. Vous et moi sommes séparés, et vous êtes assez contents d'être que tout seul dans votre enveloppe et qu'il n'y en ait pas 12 dedans. Et pourtant, on vous dit qu'à l'intérieur, nos plus petites cellules peuvent être à la fois ont des particules. Comment ça? Mais je ne peux pas être l'autre et moi en même temps, dedans. Bon, donc ça vient bousculer intellectuellement nos capacités cognitives à appréhender cette complexité dont nous sommes constitués et qui est à l'écho de ce qui constitue le plus grand, c'est-à-dire l'infiniment grand. Donc ça met juste le bazar dans la tête. Néanmoins, c'est comme ça.
nous sommes visiblement porteurs de propriétés physiques qui ne sont pas les mêmes que celles que nous avons dans ce plan de réalité et qui se retrouvent par contre dans un plan de réalité plus important. Et d'une. Deuxièmement, nous sommes habitués à la matière. Là, moi, si j'essaie de voler, ça ne va pas bien se passer. Néanmoins, la matière, c'est un sous-ensemble, une petite partie de l'énergie. Donc en fait, tout l'univers est essentiellement énergie et de façon très limitée et partielle, matière. Mais ce n'est pas l'expérience qu'on a, nous, ici. D'accord ? Donc ça veut dire que si tout est énergie, ça veut dire que tout est information. Et que, par conséquent, ce que je conçois, ce que je pense, va avoir un effet, et vous voyez le lien avec les Indiens Navajo. Choisis tes mots pour qu'ils façonnent le monde. Choisis tes pensées parce qu'elles façonnent le monde. Et ça, c'est ce qui a bluffé les chercheurs de physique quantique. Il y a eu des ouvrages là-dessus. Et c'est drôle de le faire à l'aveugle. Vous avez des citations de personnes issues de différentes spiritualités du monde et des physiciens. Et bien, si vous n'avez pas les noms, vous ne savez pas qui dit quoi. C'est-à-dire que leurs travaux respectifs ou leurs explorations respectives se retrouvent pour expliquer la complexité. Donc, si tout est vibration, quelle importance nous pouvons prendre sur les vibrations que nous émettons, ne serait-ce que par nos pensées et nos paroles, et a fortiori nos actions. Et on retrouve encore le lien avec les Kogis qui passent tellement d'heures à se rencontrer. Vous avez sans doute vu le film de Frédéric Lopez à la fin de l'année là, qui l'a montré. Et ils étaient complètement épuisés de rester 6 heures dans la nouée à parler. Et en fait, ce qu'ils font, les Kogis, c'est que pendant des heures, ils vous reposent les mêmes questions. Alors, premier réflexe, c'est de dire, ils sont bouchés ou quoi ? Mais non. Ils essaient de nous faire sortir tous les masques que nous avons. Les masques sociaux, les masques contenus et des tas de trucs dont on n'a même pas conscience, en reposant la question. Ils essaient d'aller au fond, du fond, du fond, du fond. Et quand ils ont vraiment senti la vraie vibration, alors ils commencent à tisser quelque chose avec nous. Donc vous dire qu'on n'est pas sur le même registre. Bon, donc tout ça pour vous dire que la physique quantique est à l'origine d'eux et nous amène à quoi ? À sortir de la détermination aristotélicienne du « ou ». C'est-à-dire je fais des mathématiques ou psychologue. Moi, je devrais être aux États-Unis ou ailleurs parce que à chaque fois, on me dit « mais t'es quoi ? T'es psy ou socio ? T'es consultante ou conférencière ?» Toujours du « ou ». Sinon, on ne peut pas nous mettre dans une case. Et si nous osions être qui nous sommes et que nous dépassions la sphère du « vous ». Et on se rend compte que dans toutes les dimensions, en fait, nous sommes interpellés au « et ». C'est-à-dire que nous pouvons être, et j'imagine dans la salle, à la fois un manager ou directeur, et un papa, et un fils, et un frère, et etc., et etc. Et vous faites la même chose au féminin. Et une femme, et une mère, et ceci, et cela. Donc, c'était pertinent pour Aristote d'appréhender le réel en essayant de le séparer pour le saisir. On a juste délaissé Héraclite, puisqu'on a cette référence-là. Donc Aristote a séparé, ça nous a amené à la science, et c'est formidable d'avoir cette capacité à approfondir un sujet. Et on avait en même temps Héraclite, enfin à peu près en même temps, qui disait on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau. Et en fait, Héraclite, c'est ce qu'on va trouver dans une autre civilisation en Orient, avec le taoïsme, qui, lui, a clairement expliqué comment ça marche, le « et ». Enfin, quand je vous dis clairement explicité, façon de parler. Parce que si vous essayez de lire le I Ching et d'y comprendre quelque chose avec le filtre cognitif occidental, vous ne comprenez rien. D'ailleurs, on comprend tellement rien qu'on l'a mis dans les tirages de cartes et autres machins ésotériques. Voilà. Confucius est traduit et édité par Flammarion, et le I Ching chez Albin Michel. C'est-à-dire l'un est connoté spirituel et l'autre est connoté science dure et avérée. C'est quand même intéressant. Alors que le I Ching est premier par rapport au confucianisme. Et qu'est-ce qu'il essaie de nous expliquer ? C'est la science du « et ». C'est-à-dire que c'est possible de faire une chose et une autre. Bon, je ne m'étends pas sur le taoïsme, je n'aurai pas le temps. Mais enfin, c'est pour vous dire que ça a été clairement explicité et nous avons cette racine dans notre culture. Simplement, Héraclite, quand on lit dans le texte, 3 aspirines et au lit. Parce qu'il n'a pas écrit de façon suffisamment simple pour que ça soit aussi accessible que d'autres. Le deuxième élément important, c'est de voir le surgissement d'acteurs tels que Gandhi, c'est-à-dire qui prônent la possibilité d'agir
et de faire autrement par rapport à quelque chose qui dérange, mais en utilisant la non-violence. Je ne suis pas en train de dire faites-le, je suis en train de dire simplement que, visiblement, pour faire bouger les choses, quelque chose d'autre est advenu. Donc, ce qui nous est spécifique avec cette époque de notre vie, qui conduit à la coopération par le transdisciplinaire, c'est que le changement sera bottom-up, c'est-à-dire qu'il va venir par le bas. Pendant très longtemps, à peu près 10 000 ans, nous avons connu des sociétés hiérarchiques, patriarcales, et avec ce fonctionnement-là. Et elles ont produit des tas de choses tout à fait intéressantes et fabuleuses. Peut-être que simplement, cette façon d'être a bougé, et comme la citation d'Einstein le disait, comme on ne peut pas arriver à penser un système quand on est coincé dedans, peut-être qu'il faut aller à l'extérieur et qu'il faut le voir autrement. Et très probablement que c'est justement le local, que ce sont justement les personnes et citoyens qui individuellement vont faire pousser autre chose. C'est ça que j'appelle le bottom-up. Et ça nous permettra de tisser autre chose. Je vais vite, parce que j'ai bientôt fini. Donc dans l'ouvrage que je n'ai pas, parce que ça serait bête d'avoir pris le bon ouvrage, donc dans l'ouvrage qui est Entrer dans un monde de coopération, une néo-renaissance, j'ai à la fin parlé de la question de l'humanité 3.0. Et en fait, face au défi du transhumanisme, c'est dire, et si nous avions les ressources pour dépasser nos propres limitations? Alors c'est même pas une question, parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit, notamment Carl Graves avec la spirale dynamique et bien d'autres, sur le fait qu'à chaque fois que nous atteignons un niveau de complexité dans l'environnement que nous avons co-créé, eh bien nous savons dépasser ça. Et en fait, nos schémas mentaux bougent. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, il n'y a pas très longtemps, nous avions des mamies confitures. Je m'explique. Je ne sais pas comment étaient les vôtres, mais les grands-mères étaient à la maison et elles étaient un peu contenues à la maison, s'occuper du jardin, la confiture, etc. Maintenant, essayez d'aller proposer vos enfants en gardiennage aux grands-parents, eh ben bonjour. Ah non, moi j'ai yoga, j'apprends l'espagnol, je fais autre chose, etc. Enfin, il y a un truc qui s'est passé, et c'est pas en une génération ou deux que cognitivement les gens ont changé. C'est pas possible encore. Ça va venir, mais pas encore tout à fait possible. En revanche, c'est notre vision sur le réel qui a tout changé. C'est parce qu'il y a les IRM qu'on a pu observer que le cerveau est vivant et qu'il a une plasticité et qu'on peut tout recomposer à l'intérieur, que nous nous sommes autorisés à apprendre même à 80 ans. Et il y a un monsieur, bon, vous allez me dire, en plus, il était amoureux, ça doit aider, mais un monsieur amoureux d'une dame chinoise, alors lui, sa dame, elle était toute jeune, 65, lui, 87, et est allé apprendre le chinois en Chine pour pouvoir parler avec son amoureuse. Non, mais il n'y a pas longtemps, on n'imaginait même pas ça, puisqu'on était câblés sur, à 23 ans, on perd les neurones et c'est la fin. Et même Christophe André le dit, il dit, on a été câblés comme ça dans nos études de médecine. Et bien là, on change le câblage et on voit autre chose. Et ce n'est pas notre câblage physiologique qui a changé en une génération, je vous dis. C'est le regard qu'on porte dessus qui ouvre les possibilités. J'accélère. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme modalité pour réagir à tous nos défis? Plein de choses. Donc, il y a le biomimétisme social, c'est-à-dire comment... Le biomimétisme, c'est je regarde comment la nature fonctionne et je m'inspire de ces lois pour arriver à les reporter dans d'autres domaines. Donc ça a commencé au niveau très industriel et ça grandit. Donc on va chercher qu'est-ce qui est facteur de durabilité dans le vivant et qu'est-ce qu'on pourrait exporter dans notre monde. Bon, ça c'était la définition, vous l'aurez après. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme éléments qui peuvent nourrir ce biomimétisme social? On a par exemple la permaculture, qui est en train d'arriver en permaculture humaine, c'est-à-dire qu'on regarde comment, en s'inspirant du vivant, qu'est-ce que ça nous permet de modifier dans nos comportements. Les peuples premiers, j'en ai parlé. Et puis ensuite, les théories des économies circulaires ou symbiotiques, qui sont pareil, comment est-ce qu'on fait pour faire avec le vivant, comment est-ce qu'on fait pour que chaque entrant soit en fait le déchet du système précédent. Enfin, voilà, comment on repense les choses autrement. Et je me rappelle dans mes études de langue, que j'avais faites aussi avant la psycho, j'avais bugué sur... il faut que j'arrête là. Je me suis donné l'heure, il faut que j'arrête. J'avais bugué sur l'économie parce que je ne comprenais pas, comprendre intellectuellement j'avais compris, mais je ne comprenais pas d'un autre endroit, comment quand il y avait des surplus, il fallait les jeter.
J'ai dit, je ne vais pas pouvoir continuer, ça ne va pas être possible, parce que moi, je vois des gens dans la rue, ils ne mangent pas, mais on me dit que ça coûte moins cher de jeter. Bon, heureusement, 30 ans après, il y en a qui ont trouvé des solutions, ça va beaucoup mieux. Et donc, ce biomimétisme social s'appuie aussi sur les interactions, les interdépendances, les systèmes et les cycles vivants. Donc, il ne faut pas avoir peur de la complexité, c'est nous qui l'avons co-créé ou contribué à co-créer. Il faut juste qu'on s'y mette et qu'on soit au niveau. Donc ma conclusion, c'est comment est-ce qu'on peut mettre de l'énergie sur co-inventer demain. Donc là, normalement, vous ne devriez rien voir, parce que j'écris petit, mais je veux initier quelque chose avec vous, je vais vous laisser du temps, c'est combien il y a d'exemples extraordinaires partout. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, je crois que j'ai dû mettre des images. Donc des tiny houses pour des petites maisons pour les sans-abri, des gens qui récupèrent toutes les bouteilles en plastique, qui en font des bateaux, les tissus, ça c'est un tissu là avec l'avocat, un tissu pour remplacer l'aluminium, une bouteille en fibre de lin pour remplacer le plastique. En bas à gauche, c'est un papier dans lequel il y a des substrats pour nourrir les abeilles. Donc en fait, on leur refiche la pêche pour qu'elles puissent repartir en pleine forme. Et au milieu, ça fait partie des tentatives pour récupérer le plastique. Et regardez sur les réseaux sociaux, dès l'instant qu'il y a un raté, on dit « voilà, on a gaspillé plein d'argent pour faire ça ». Mais non, il faut bien essayer. Si vous n'essayez pas, ça marche peut-être pas forcément du premier coup. Et je finis juste là-dessus. Dyson, vous savez, les aspirateurs. Eh bien, le monsieur qui a créé ça, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est entre 5 et 7 000 fois où il n'y est pas encore arrivé. C'est pas grave, j'ai essayé plein de trucs et j'ai appris plein de choses. Nelson Mandela dit la même chose. Enfin, ils sont très très nombreux à dire la même chose. J'ai pas échoué. J'ai essayé plein de choses avant. Quand même autre chose. Nous, notre culture nationale fait que ça marche pas, donc c'est un échec, c'est la Bérésina, sur le CV, ça se mentionne même pas, etc. Donc on essaie d'introduire une méthode dite agile pour justement se mettre dans cette logique, j'essaie, je teste et j'avance, mais ça vient s'opposer à notre culture, à notre ADN de l'excellence, alors qu'on peut garder l'envie de s'améliorer de façon permanente, mais avoir simplement l'autorisation à se casser la figure. Est-ce que vous savez combien de fois un bébé tombe avant de marcher ? 2000 fois en moyenne. Donc imaginez qu'en tant que parent, vous regardez votre petit qui n'est pas arrivé à se mettre debout tout de suite et que vous disiez « toi t'es nul, tu repasseras la prochaine fois ». Il va pas revenir. 2000 fois vous l'avez soutenu pour qu'il y arrive. Et nous, on a cette exigence de réussir du premier coup. Alors c'est pas pour cautionner 2000 fois où on se casse la figure, hein, mais